Et c'est l'heure de l'après-match avec Luc Carbonneau, bien sûr. Bonjour, Luc. Bonjour, Marie-Ève. Les fins de semaine se poursuivent, mais ça ne se ressemble pas pour l'Everest, fort heureusement. Cette fin de semaine précédente, ça n'avait pas été très bien. Ça avait quand même été une victoire. Une victoire? Oui. Ben, c'est mieux qu'une claque sa gueule, comme dirait l'autre. Oui, vous avez raison. Mais là, on a eu droit à 2 victoires. Oui, bien, en fait, ils ne sont pas compliqués. C'est 8 victoires lors des 9 derniers matchs. Donc, à l'exception de la confrontation à Terrebonne, c'est quand même 8 victoires dans les 9 dernières rencontres. On va les prendre. Et surtout, c'était 2 matchs très importants cette fin de semaine. L'équipe affrontait les Inuks de Granby et également les Condors du Cégep Beauce-Appalaches. C'était 2 rivaux qui étaient à notre portée au niveau du classement général aussi, bien entendu, sur la glace. On a été en mesure, chez l'Everest, d'aller chercher les 2 victoires. Ça fait en sorte que le classement se resserre énormément. On est à 1 point des Condors du Cégep Beauce-Appalaches et également des Inuks de Granby. La bonne nouvelle dans tout ça, c'est pour les amateurs de baseball, clin d'œil, on est à 2 et 3 matchs en main sur ces 2 équipes-là. Donc, on a vraiment une belle fenêtre pour entrer dans le top 5 du classement du circuit. Et tout ça, c'est grâce à 2 belles performances. Tout d'abord, Jonathan Labrie, vendredi, qui a fait 47 arrêts face aux Inuks du Cégep de Granby. C'est impressionnant. Oui, c'était son 4e jeu blanc en carrière en plus dans le circuit Fixby. Il en fait 1 à 2 par saison. Donc, on vient d'atteindre le quota. Est-ce qu'il va le dépasser, le quota? On l'espère. Puis, lors du match de dimanche, à noter les 2 belles performances, Christophe Chiasson et également Alexis Côté. Côté qui a inscrit son 4e, 5e et 6e de la saison. Donc, un tour du chapeau pour Alexis Côté, le numéro 19 de l'équipe. Christophe Chiasson, à son côté, récolté 2 buts, 1 passe et 2 aides. Et dans le match de vendredi, bien, le but victorieux, il a été marqué par un petit gars d'ici. Jean-Christophe Coulombe a marqué le but de la victoire dans un gain de 1-0 face aux Inuks de Granby. Donc, on voit que tout le monde met la main à la pâte. On a des personnes des îles de la Madeleine, du Bas-Saint-Laurent et des petits gars de chez nous qui sont en mesure de bien performer. Et à noter, c'était la 2e meilleure foule également vendredi. Il y avait 380 personnes dans l'aréna de Montmagny. On rendait hommage aux vétérans également, puisque c'était le jour du souvenir. Donc, ça fait du bien d'avoir du monde dans l'aréna. Puis, on vous le dit, cette année, ça va être on vous le disait, c'était une bonne équipe. Début de saison, difficile un petit peu. Le temps de mettre tout en place. Discipline, mais là, c'est remis en ordre. Là. Question que le coach puisse mettre les pendules à l'heure. Là, c'est fait. Ça va être un bon spectacle, encore une fois, cette fin de semaine. C'est les Braves de Valleyfield qui vont être de passage à l'Aréna de Montmagny dimanche le 20 novembre. Vendredi, l'équipe se déplace à Gatineau pour un beau déplacement de 5h30 pour y aller y affronter les Flames. Attendez pas la fin de la saison pour aller les encourager. Là, quand l'équipe est bonne comme ça vaut la peine de les suivre tout au long de l'année. C'est excitant aussi de suivre des équipes. C'est excitant. Puis bon, c'est sûr que là, Elliott Lavoie a été rappelé par les Remparts de Québec. C'est sûr que c'est un gros morceau qu'on parle là, sur les 2 premières lignes, mais avec la profondeur qu'on a dans l'équipe, ça va être le temps de certains de prendre la place également pour mieux performer sur la patinoire. Et si on parlait un peu du Canadien aussi, ils ont une belle fin de semaine, là. Oui, bien, disons que le Canadien, je pense, commence vraiment à impressionner, pas impressionner, surprendre un peu tout le monde. On s'entendait d'être dans une course, celle de Connor Bedard, je pense disons que le début de saison fait en sorte qu'on ne sera pas véritablement dans cette lutte-là cette année. Le Canadien qui est allé chercher 2 grosses victoires, qui a connu une semaine parfaite, a été chercher une victoire également contre les Penguins de Pittsburgh samedi. Grosse performance, encore une fois, du premier trio avec Kirby Dach, Nick Suzuki et Cole Caulfield qui sont allés chercher des gros points importants. Dach, d'ailleurs, qui a la passe victorieuse sur le but de Mike Hoffman. Hoffman qui, depuis les 3 derniers matchs, joue mieux, ça paraît. En fait, tout le monde commence à mieux jouer. Le calendrier est favorable également. Donc, pour le Canadien, prochain match mardi. Et là, c'est en train de se concrétiser dans la mesure où est-ce qu'on s'attendait que si cette équipe-là allait remporter des matchs, ça allait être par des hauts points et surtout par des festivals offensifs, étant donné que la défensive est relativement jeune. Et c'est ce qu'on va voir et c'est ce qu'on va percevoir tout au long de la saison. Moi, personnellement, je suis en train de me faire surprendre quand on dit qu'il y a vraiment quelque chose qui se passe dans cette équipe-là. On le voit, on le sent. Il n'y a pas vraiment de passagers. S'il y en a, la bonne nouvelle, c'est qu'on peut faire une rotation au niveau des alignements. S'il y a un joueur qui ne performe pas assez, bien, tu montes en haut sa galerie de presse et tu vas regarder le match. Et c'est la beauté de la chose. Et en plus, avec Martin Saint-Louis derrière le banc, je pense que quand on parle de nouvelle génération d'entraîneurs, on riait un peu de tout le monde. On riait un peu de Ken Hughes et Jeff Gordon lorsqu'on a vu Martin Saint-Louis arriver, passer du Brampton 3A à la Ligue nationale. Force est de constater
En tout cas, en ce moment, pour le développement des jeunes, je pense que ça s'avère être une bonne option jusqu'à présent. Il a fallu être patient pour que le système Martin Saint-Louis fasse son effet. En fait, mais je pense que ça donne des fruits, là, présentement. C'est pas juste une question de patience, c'est quand vous savez que vous ne faites pas les séries non plus, c'est plus difficile de motiver les joueurs. Oui. Les vétérans n'ont plus nécessairement la motivation pour bien performer. Et c'était seulement les jeunes qui performaient lorsque Saint-Louis est arrivé, le temps qui reste un peu. Et surtout, le temps de bien planifier, de bien instaurer un système de jeu que l'on veut avoir sur la patinoire. Ça, c'est pas donné à tout le monde. Ça prend du temps à appliquer. Puis là, Martin Saint-Louis avait été projeté en plein milieu d'une saison. C'est très difficile de bien placer le plateau. Là, il y a eu un camp d'entraînement et un début de saison pour vraiment tout faire ça. Donc, c'est sûr et certain que ça vient grandement faciliter le tout. Oui, les équipes ne sont pas toujours assez patientes pour donner la chance, mais là, je pense que cette fois-ci, ça a été payant pour eux. Et ça a été payant aussi en F1, hein, parce qu'on ne s'attendait pas du tout au résultat de la fin de semaine. Si on ne s'attendait pas à ça, je vais vous dire bien franchement, c'était la plus grande surprise de la fin de semaine. Bon, à l'exception que le Rouge et Or a gagné, mais ça, on va en parler un peu plus tard. Écoutez, en F1, c'était tout simplement phénoménal. George Russell, le Britannique qui remporte sa première victoire en carrière au niveau du championnat du monde de la Formule 1. Ça a été une excellente course chez Mercedes. On ne s'entendait pas du tout à voir ça. Circuit qui demande très peu d'appui aérodynamique. Également, très longue ligne droite. Ça devait favoriser Red Bull initialement parce qu'on sait que la Mercedes a un défaut de conception de créer beaucoup plus de traînées aérodynamiques cette saison, notamment avec une vision différente au niveau de la monoplace parce qu'on a décidé d'y aller avec un capot beaucoup plus rapproché au niveau de l'écoulement d'air, ce qu'on ne voit pas nécessairement au niveau des pontons chez Ferrari et Red Bull. Donc, Mercedes qui a fait un 1-2 cette saison, si quelqu'un m'avait dit à Jeddah, en Arabie Saoudite au début de la saison, ouais, Mercedes va terminer 1 et 2 à la fin de la saison. Il n'y a pas grand monde qui aurait mis un beau vieux sang là-dessus, ça je peux vous le dire. Alors Mercedes qui termine 1 et 2, Lewis Hamilton termine 2e. Honnêtement, ça démontre juste une chose. Ça démontre à quel point Ferrari, sincèrement, cette équipe-là va avoir besoin d'un nouveau personnel au niveau de la direction technique et des stratégistes de course. Au nombre de fois qu'on s'est fait littéralement briser des victoires chez Charles Leclerc et Carlos Sainz au cours de la saison, la blague veut qu'un enfant de 5 ans ferait meilleur que les stratégistes en arrière en arrière des... J'irais peut-être pas jusque-là. Ah, moi, j'irais jusque-là. Pour la Scuderia. Et c'est étrangement, lorsque Charles Leclerc est en fond de peloton, qu'on a réussi les arrêts les plus rapides dans la ligne des puits chez Ferrari. On a fait du 2 secondes 1 et du 2 secondes 2 au niveau de la ligne des puits. Pour Red Bull, ça a été un peu plus compliqué. L'équipe autrichienne a terminé 5e et 6e avec Max Verstappen et Sergio Perez. Et ce qui fait jaser beaucoup ce matin, c'est les fameux points au classement général pour la 2e place au niveau du championnat des pilotes. Charles Leclerc, lors de la course sprint du samedi, avait demandé que Carlos Sainz le laisse passer pour aller chercher un point supplémentaire. Et Sergio Perez avait demandé la même chose à Max Verstappen. Max Verstappen a dit non. Leclerc est revenu à la charge dimanche. Et Max Verstappen a reçu la même demande de la part de son écurie Christian Horner pour Sergio Perez. Et Max Verstappen a été assez tranchant. Je vous l'ai déjà dit, ne me revenez pas avec ça. Je vous ai déjà expliqué pourquoi je ne voulais pas qu'on fasse ça et ça ne se fera pas. Et Christian Horner, après l'épreuve de dimanche, a eu une très grosse conversation devant caméra avec Max Verstappen pour dire que Sergio Perez et Charles Leclerc sont à 5 points d'écart pour le championnat des pilotes pour la 2e position. Sergio Perez veut absolument avoir sa 2e place pour réussir à faire 1-2 et Red Bull aussi. Mais dans le merveilleux monde de licorne de Max Verstappen, il y a seulement le petit néerlandais dont c'est très important, la réalité, comme quoi on n'a pas être millionnaire, on peut rester autant égocentrique et ne pas passer nécessairement à l'équipe. Je pense qu'ils sont plus dans ce temps-là. Ah, je ne peux pas me prononcer trop là-dessus. Le prochain Grand Prix, c'est au Brésil, je crois? Non, on était au Brésil, on était à Sao Paulo. Bon. Le prochain Grand Prix qui aura lieu à Abu Dhabi, ça sera à la fin de saison, qui va être grandement mérité. Disons que 22 Grands Prix, c'est énorme dans la F1. Je vous rappelle qu'il y a à peine 8 ans, on était à 16 Grands Prix. On va passer à 24 l'an prochain. C'est énorme. Je pense à tous les mécaniciens.
c'est beaucoup de travail, c'est beaucoup de voyagement. Et je tiens à vous rappeler, les mécaniciens ne se déplacent pas en jet privé. Les pilotes, oui, mais les mécaniciens, non. Comme quoi, c'est beau de l'extérieur, de l'intérieur, il y a un peu d'essoufflement. Oui, bien, il y a différents grades là Exactement. aussi. Hein. On ne peut pas passer à côté, il faut parler tennis, puisque Félix Auger-Aliassime était justement au tournoi en fin de semaine. Bon, ça a été plus ou moins bien pour lui. Bien, c'est correct. C'est plate, j'ai pas préparé de tableau pour Jean aujourd'hui parce que j'ai manqué de temps cette fin de semaine. C'est que là, on est dans un tournoi qui s'appelle le championnat de fin de saison. Et ce qui se produit en ce moment, c'est que on a réparti les 8 meilleurs joueurs de tennis dans le classement dans 2 poules différents, donc dans 2 groupes. Chaque groupe va s'affronter, c'est-à-dire que les 4 joueurs de chaque groupe vont s'affronter à l'intérieur de leur groupe. Les 2 meilleurs vont s'affronter par la suite pour des demi-finales et ensuite la finale. Et pour Félix Auger-Aliassime, il a perdu son premier match de la ronde préliminaire face au Danois au Norvégien Casper Ruud en 2 manches de 7-6 et 6-4. Moi, personnellement, honnêtement, même si Félix va perdre ce tournoi-là, parce que je vais vous dire bien franchement, Novak Djokovic, Rafael Nadal vont être en grande forme. Il faut dire que Carlos... Nadal s'est déjà incliné hier. Oui, contre Taylor Fritz, c'est vraiment la grande surprise qui a frappé hier de voir l'Espagnol s'incliner. Écoutez, Nadal, on sait qu'il n'est pas en super forme. Son pied gauche, même si on dit qu'il est à 100%, ne l'est pas. Il y a eu des blessures abdominales également à Wimbledon. Ça va être compliqué un peu pour l'Espagnol. Donc, pour Félix Auger-Aliassime, ça va peut-être l'aider parce qu'il va affronter Nadal, effectivement. Dans le groupe vert. Dans le groupe vert, tout à fait. Il va affronter Nadal demain. C'est à compter, je pense, de 10h heure du Québec. Je ne veux pas dire de sottises. Donc, Félix Auger-Aliassime, moi, je pense que c'est vraiment plus une question d'aller chercher de l'expérience. S'il fallait qu'il remporte le tournoi de fin de saison, ce qu'on appelle the finals en anglais, ça serait tant mieux pour lui, mais je pense que là, pour une première année, juste aller chercher de l'expérience, se préparer pour les prochaines campagnes, c'est ce qui est vraiment très important dans le cas de Félix Auger-Aliassime. Mais c'est quand même déjà fascinant qu'il soit rendu là. C'est le 2e Canadien, je pense, à être rendu à ce tournoi. En fait, je vais vous dire, c'est le 3e Canadien. Parce qu'on l'oublie souvent, mais en double, il y a eu un certain Daniel Nestor pendant plusieurs années qui a fait rayonner le tennis canadien en double avec Sébastien Larreau également au début des années 2000 et avec Zivanovic dans le milieu des années 2000, début 2010. Donc, c'est le 3e Canadien qui se rend dans le championnat de fin de saison. Mais bien entendu, Félix Auger-Aliassime devrait, s'il n'est pas là l'an prochain, va être probablement là également dans 2 ans au championnat de fin de saison. Parlant de championnat, Rouge et Or, côté football, ça s'est bien passé samedi. Une autre Coupe Dansemort. Oh oui, bien, une autre. On va se dire, ça a pris quand même 4 ans avant d'aller la rechercher pour le Rouge et Or. Mon cœur saigne en ce moment, mais c'est correct. Parce que je travaille pour les Carabins également, ce qui explique un peu la douleur encore présente ce lundi. Mais je crois que ce qui rend intéressant, justement, les parties de la Coupe Dansemort, c'est que depuis des années, c'est les Carabins contre le Rouge et Or. Exactement. C'est pas la bataille de la 20, c'est la bataille de la 40, c'est important de préciser. Donc, le Rouge et Or qui l'a emporté par un petit point. Je pense que c'était 25-24. Oui, ça a été très serré. Ça a été très serré. J'ai pas suivi le match. Je vais vous expliquer que j'en arrachais un peu trop à Montréal. Donc, le Rouge et Or qui l'a emporté. Et je voulais le mentionner également. Je vais aller chercher mes notes. Je m'excuse, c'est ça la télé en direct. Également, il y a Manny Montois dans l'équipe cette année au niveau de la ligne offensive. C'est sa 2e année au sein du RSEQ. C'est Jasmin Desjardins, le Manny Montois, qui fait partie de la ligne offensive. Si vous voyez un grand gaillard dans les parages, soyez pas surpris. C'est 6 pieds, 6 pouces, 310 livres. Il est étudiant en éducation préscolaire et en enseignement au primaire. Donc, Jasmin Desjardins qui va pouvoir affronter à la Coupe Mitchell la puissance de l'Ontario, les Mustangs de l'Université Western. C'est eux qui accueillent... Est-ce que c'est eux qui accueillent la Coupe Vanier? Je crois que oui. Donc, ça sera une très grosse commande. On sait que c'est Western l'an passé qui a remporté la Coupe Vanier. Donc, la Coupe Mitchell, qui va être, je vais vous dire, c'est possiblement une finale avant le temps en demi-finale canadienne. Pour le Rouge et Or, on sent que Glenn Constantin n'était pas tout à fait satisfait également de la performance Ace-Wise. Les Carabins menaient quand même, après la première demi, c'était 11-10. Dans le cas de la formation du Rouge et Or, il y a du travail à faire.
On a été chanceux également. S'il fallait que les Carabins battent le ballon de la zone des buts, d'ailleurs, je ne sais pas ce qui s'est passé à ce chapitre-là, mais on n'a pas été en mesure de sortir de la zone de but. Le Rouge et Or aurait pu se retrouver un peu bredouille ce matin. Donc, vraiment, pour la troupe de Glenn Constantin, il y a du travail à effectuer. C'est pas parfait. Il y a quand même une belle opportunité qui est là d'aller reconquérir la Coupe Vanier. Espérons que la troupe de Glenn Constantin va être en mesure de le faire. Bien entendu, malheureusement, c'est la Coupe Mitchell, donc ça va être du côté de l'Ontario. Le match ne sera pas au PEPS. C'est un petit peu dommage. J'aurais bien aimé que, vu que Western va avoir pas mal la Coupe Vanier dans son territoire dans l'intervalle de 45 minutes, ça aurait été appréciable que la Coupe Mitchell se tienne au PEPS la fin de semaine prochaine. Et les Carabins étaient là dimanche aussi, mais en soccer féminin cette fois-ci. Tu me tends une perche, hein? Oui, vous avez gagné. Ouais. Les Carabins ont gagné contre le Rouge et Or. Contre le Rouge et Or 1-0, ça a été un but de... Non, ça a été une aide de... Non, ça a été un but de Megan Sauvé. Est-ce que ça a été un but de Megan Sauvé? Justement parce que je n'ai pas de connexion Internet, c'est un peu plus difficile. Donc, le Rouge et Or qui malheureusement s'incline 1-0. Il faut le mentionner, pourquoi? Parce que le championnat canadien, cette année, se tenait au PEPS de l'Université Laval. Normalement, on joue les finales de consolation le samedi au niveau du soccer canadien, au niveau universitaire. Étant donné qu'il y avait la Coupe Dunsmore, on a compressé les matchs le dimanche et le vendredi. Je trouve ça plate un peu, je vais le dire. Je trouve qu'il n'y a pas eu assez de couverture médiatique. On a été beaucoup concentré au niveau du football dans les médias de Québec. Ça, c'est ma critique personnelle. J'aurais aimé ça voir un peu plus de monde et un peu plus de promotion dans les grands médias dans la région de Québec, où est-ce qu'on aurait pu faire état de championnat universitaire canadien. Là, parce qu'il faut le mentionner, c'est le plus haut niveau canadien chez les femmes. Les ligues professionnelles sont beaucoup dans l'Ouest, donc c'est un peu dommage à ce chapitre-là. Luc, on revient peut-être sur l'Everest pour les matchs de la fin de semaine prochaine. Ouais. Les dates? Donc, 18 novembre à Gatineau à compter de 19h30 et finalement à Montmagny à compter de 14h contre les Braves de Valleyfield à l'Arena de Montmagny dimanche le 20 novembre. On vous invite. Merci beaucoup, Luc. Ça fait plaisir, Marie-Ève. Alors, Luc Borneau pour l'après-match dans quelques instants. Une entrevue que Michel a réalisée en compagnie de Nicole Robert, directrice générale de la Chambre de commerce et d'industrie de la MRC de Montmagny.